Je suis Rachid Nedjar de Rennes Talent, Technopole de Rennes-Saint-Malo. Et donc bonjour à tous. Donc moi c'est Élise Bourreil, expert comptable au cabinet Strego à Saint-Avé près de Vannes. Il reste 2 places devant, je ne sais pas si... Si certains veulent se rapprocher. Monsieur, non bon, il n'y a plus personne, voilà. C'est bon. Alors, bien. Tout le monde a trouvé sa place. Très bien, donc nous allons commencer. Nous sommes ensemble pour 50 minutes à peu près. Et on va en fait vous proposer un plan en 3 parties. Tout d'abord, pourquoi réaliser un business plan, un plan d'affaires et pour qui. Et on va déjà commencer à définir ce qu'est un business plan. Comment construire un plan d'affaires et puis enfin traduire toute la stratégie, donc formaliser au niveau du business plan, en données financières et donc en prévisionnel financier, puisque l'objectif de la création d'une entreprise, qu'elle soit innovante ou pas, c'est avant tout qu'elle soit rentable, bien évidemment, et qu'on ait les moyens également de financer son lancement et son développement. Alors, qu'est-ce qu'un business plan? Autrement dit, un plan d'affaires. C'est un document synthétique qui n'a pas vocation à être très très long, puisqu'il doit avant tout être lu. Donc on table sur 20 à 30 pages à peu près. On a souvent tendance à assimiler et à limiter le business plan uniquement au prévisionnel financier. Alors, le prévisionnel financier, que ce soit le bilan prévisionnel, le plan de financement prévisionnel, le compte de résultat prévisionnel ou le plan de trésorerie, c'est une partie importante du business plan. Mais en fait, le document, le plan d'affaires en tant que tel, comprend beaucoup d'autres parties en amont. Et en fait, c'est un document que vous allez écrire avant tout pour décrire votre projet sur ses différentes dimensions. Et c'est un outil qui est avant tout, et déjà au départ, destiné à vous-même. Puisqu'en formalisant, ça permet de mettre à plat toutes les questions qui peuvent se poser par rapport à la création de l'entreprise. Et donc, ça permet, je dirais, de mieux structurer sa pensée et bien de trouver des réponses à toutes les questions qui peuvent se poser. Donc, un document qui est destiné à vous-même, mais qui est destiné aussi à l'extérieur. On y reviendra par la suite, puisque quand vous allez rencontrer des financiers, des banquiers, des partenaires, éventuellement des premiers clients, certains d'entre eux vont vous demander de leur fournir ce document pour qu'ils étudient plus en détail le fond de votre projet de création d'entreprise. Et puis enfin, le business plan. Alors, la question qu'on se pose, c'est à quel horizon faut-il se projeter ? Nous, on se cale sur un horizon de 3 ans, puisque d'abord, on n'est pas forcément rentable dès la première année. Et ça peut être accepté si, dans un horizon de 3 ans, l'entreprise que vous allez créer sera rentable. Et puis, on estime qu'au-delà de 3 ans, on a objectivement très peu de visibilité. C'est un peu, oui, c'est ça. Il faudra avoir la boule de cristal pour savoir exactement, au-delà, ce qui peut se passer. Donc c'est vrai que souvent, la majeure partie des cas, on fait un business plan sur 3 ans. Et même les banquiers ou les partenaires regardent la première année, certes. La deuxième année et la troisième année, ils la regardent déjà un peu moins. Donc déjà, sur 2 ans, c'est pas mal. Voilà. Alors, par rapport aux projets qu'on accompagne, il y a quelques exceptions. Des projets dans le domaine du médical et des dispositifs médicaux en particulier, qui ont des cycles de développement plus longs, ou tout ce qui est biotechnologie, qui sont dans ce même cas. Dans ce type de projet, on va se projeter à 5 ou 7 ans. C'est possible aussi. Mais dans la majeure partie des cas, l'horizon est de 3 ans. Et enfin, le business plan, le plan d'affaires, n'est pas un document unique. Vous pouvez bâtir différents scénarios. On a tendance à se projeter sur un scénario optimiste, un autre qui va être pessimiste, et puis globalement, on va se caler sur le médian, celui qui est un peu entre les deux. Pourquoi ? Parce que, aussi étonnant et peu vendeur que cela puisse paraître,
très peu de business plans sont effectivement réalisés une fois qu'on est lancé. C'est-à-dire que les hypothèses qu'on prévoit au début sont très peu réalisées ou respectées une fois qu'on s'est lancé. Mais l'important, c'est avant tout de fixer un cap. Ce qui fait que le business plan, ce n'est pas un document non plus statique que vous allez faire une fois pour toutes et quand il sera terminé, que vous mettrez dans un tiroir pour ne plus vous y pencher. C'est un document dynamique et c'est un véritable outil de pilotage qu'il va falloir aussi adapter, mettre à jour en fonction de ce que vous allez vivre dans la réalité. Ça sera effectivement votre feuille de route au démarrage, parce que c'est vrai que comme vous n'aurez pas de recul, la première année, ça vous permet en général de voir où vous vous situez par rapport à ce que vous aviez prévu. Et ça, c'est très important, parce que c'est vrai que sinon, la première année, on navigue vraiment à vue. Et le fait de se référer toujours au business plan, ça rassure ou pas, mais ça vous permet en tout cas d'avoir des indicateurs, en fait. Alors, pour qui réaliser un plan d'affaires, un business plan, on le disait tout à l'heure, on le fait d'abord pour soi, mais on le fait aussi pour l'extérieur. Parce qu'un certain nombre d'interlocuteurs vont demander effectivement à étudier de plus près votre projet. C'est des interlocuteurs que vous irez voir parce que vous aurez besoin d'eux à un moment donné, pour différentes raisons. Et c'est à partir de cette lecture du business plan qu'ils pourront se faire une idée plus précise, un, de ce que vous voulez faire, et deux, de la viabilité de votre projet. Donc parmi ces interlocuteurs, on pense aux banquiers et plus largement aux financiers. Le banquier que vous allez voir pour obtenir un financement de type emprunt ou financement court terme. Le financier pour le faire entrer au capital de votre entreprise. Donc c'est deux modes de financement qui peuvent être différents. On pense aussi aux institutionnels, quand vous allez rechercher par exemple des locaux ou demander des aides, qui peuvent être des subventions, des avances remboursables. Alors on ne vous demandera pas forcément le business plan en tant que tel, mais on vous adressera un dossier qui, étrangement, ressemble à ce qu'on retrouve habituellement dans un business plan. Certains clients et fournisseurs, des partenaires, qu'ils soient techniques ou commerciaux. Bref, tous ceux qui vont, à un moment donné, être amenés à partager le risque avec vous. Alors un business plan, dans sa forme, on disait 20-30 pages. Mais il peut être intéressant aussi de prévoir au début du business plan une petite synthèse de 2-3 pages qui va être lue assez rapidement, qui va permettre au lecteur de prendre une connaissance rapide de votre projet et surtout lui donner envie de lire l'intégralité du business plan et de vous revoir pour, je dirais, continuer les discussions, les échanges avec vous. C'est vrai que c'est important d'être synthétique sur ces pages parce que les banquiers ou les partenaires n'auront pas toujours le temps d'analyser correctement votre dossier. Donc, comme disait Rachid, il faut effectivement que ces 2 ou 3 pages là de résumé vous donnent envie au lecteur d'aller plus loin. Parce que c'est vrai que des fois, quand on voit par exemple que des chiffres ou plein de textes, ça ne donne pas envie. En fait, c'est un peu rebutant parce que la personne n'a pas forcément le temps toujours de regarder. Donc, avoir ces 2 pages synthétiques, ça permet déjà d'avoir envie de lire le document, déjà au moins ces 2 pages, c'est comme ça prend au moins 5 minutes, et d'aller plus loin dans votre projet, dans l'analyse de votre projet. Alors ce qui veut dire aussi que ces 2 pages, comme le reste du business plan, doivent être vulgarisées le plus possible, c'est-à-dire il ne faut pas s'enfermer dans un jargon hyper technique qui n'est compréhensible pour personne, parce que la plupart du temps, le banquier par exemple que vous allez voir, n'y comprend rien ou pas grand-chose, il n'est pas un spécialiste autant que vous pouvez l'être de votre métier, de la technique, et donc il faut avoir un vocabulaire qui soit le plus accessible possible, parce que l'objectif du business plan, c'est avant tout d'être compris. Alors ça a l'air évident comme ça, mais nous on travaille avec des porteurs de projets qui ont beaucoup de compétences techniques, voire scientifiques, et qui s'enferment assez facilement et rapidement dans un jargon, je dirais métier, un jargon hyper pointu, qui n'est intelligible pour personne sauf eux-mêmes. Et là, on passe quand même à côté de l'objectif premier du business plan. Et puis, c'est vrai que le banquier
il est pressé, quoi, hein. Donc, s'il ne comprend pas, moi, il me le dit souvent, hein, si je ne comprends pas, il ne va pas chercher à comprendre. Donc, c'est à vous de lui donner envie de comprendre votre projet. Parce que s'il ne comprend pas, c'est sûr qu'il va le mettre sur le côté et ça sera un refus pour lui. Tout à fait. Alors, un petit schéma ici qui illustre un petit peu la démarche, hein, par rapport au business plan. On le verra après. Je vais vous présenter 2 plans différents, puisqu'il n'y a pas de trame type, hein, mais dans un business plan, on va toujours y retrouver quand même les mêmes éléments clés. Première chose, donc mieux évaluer le potentiel, hein, par rapport à un projet de création d'entreprise, le potentiel en termes de marché. Mieux planifier les ressources nécessaires, ça va être tout d'abord les compétences à mettre en œuvre, pas forcément salariés, mais ça peut être déjà dans le choix des associés. Avec qui s'associer dans ce projet de création d'entreprise. À soi seul, on n'a pas forcément toutes les compétences requises. On peut avoir une compétence technique, mais pas forcément la compétence managériale, la compétence commerciale, marketing, business développement, financière. Et donc, il faut penser très tôt à avec qui pourrait-on s'associer pour constituer une équipe multidisciplinaire et qui porte les compétences nécessaires. Mieux planifier les ressources, ça va être les ressources financières également, et puis les ressources en termes d'équipe quand vous allez être amené à recruter. Quand on parle d'un projet de création d'entreprise, il y a aussi du risque ou des risques. Il y a plusieurs séries de risques. Le risque technique, le risque financier, le risque industriel, le risque commercial, etc., etc. Et donc ça, il faut, les identifier, les évaluer. Et puis ensuite, ça permettra de faire un point et de se dire, très bien, est-ce que je me lance ou pas? Alors vous le comprenez, ce n'est pas un cercle qui se termine ici, et c'est vraiment de l'itératif. C'est-à-dire que vous allez faire systématiquement plusieurs itérations par rapport à votre projet pour le faire évoluer avant d'arriver à ce point-là. Et à un moment donné, c'est le stade du go, no go. Ok, j'y vais pas. Alors, un autre schéma qui est plus simple et plus court. Donc, quand on crée une entreprise, on veut adresser un marché. Donc répondre à des besoins de marché pour générer des revenus. On le fait avec des moyens et on touche ce marché par tout d'abord la création de l'offre et par la vente des produits ou des services que l'on souhaite commercialiser. Autrement dit, il faut au départ assez de revenus pour se lancer, pour payer les ressources, qui vont permettre de créer de la valeur pour générer des revenus qui vont être générés par du chiffre d'affaires et donc des commandes des clients concrètement. Voilà, et je dirais générer un cercle qui soit vertueux et qui permette surtout à l'entreprise dans un premier temps de survivre et puis de pérenniser et de développer son activité. Alors, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément de plan type, de plan standard dans un business plan. Si vous tapez business plan sur Internet, vous allez trouver des tas de trames qui vont vous être proposées. Je vais vous en présenter 2 assez rapidement. Une ici où vous allez commencer par la description, la présentation des produits, services, bref, de votre offre. La deuxième, sur laquelle vous allez étudier le marché, la demande. Le troisième niveau, c'est la mise en œuvre opérationnelle. Et puis enfin, les données financières, donc le prévisionnel, sur lequel vous allez aborder à la fois la rentabilité de l'entreprise, mais également la partie financement. Autrement dit, est-ce que vous aurez suffisamment de moyens pour vous permettre de développer l'entreprise? Voilà. Élise reviendra là-dessus par la suite plus en détail. Une autre trame un petit peu différente, et je vous avoue que j'apprécie encore mieux celle-là, puisque là en fait on va plus partir, alors certes sur la description du projet,
mais en mettant un accent fort sur la description de l'équipe. Alors pourquoi j'apprécie ce plan, cette trame ? C'est parce que ce qui va faire la crédibilité du projet de création d'entreprise, c'est avant tout vous-même. Hein, et c'est extrêmement important à mettre en avant. Alors il y a bien sûr la cohérence globale du projet, il y a les ressources que vous allez y mettre, et on y reviendra tout à l'heure. Les femmes et les hommes qui portent un projet de création d'entreprise font beaucoup dans la crédibilité de la présentation de leur projet vis-à-vis de l'extérieur. Et ça vaut également pour les clients, bien sûr. C'est vrai qu'à projet égal, si, entre un créateur et un autre, un banquier pourra très bien dire oui à un créateur et non à l'autre. Tout ça vraiment par rapport à la personne. Et c'est vrai que j'ai été récemment en relation avec un business angel pour lequel en fait, on était venu demander à peu près 200 000 euros d'intervention. Et je lui demandais un petit peu effectivement ce qui l'intéressait en lui dans le projet, etc. Il me dit avant tout, de toute façon, moi je veux voir l'homme. Les chiffres, c'est une chose. On va effectivement vérifier que ça tient la route, mais c'est l'homme avant tout, l'homme et le projet. Donc vraiment, c'est vrai que sur des montants comme ça, et même pour tout, je pense que même pour si on va demander 30 000 euros, c'est avant tout le banquier ou le partenaire va vouloir vous faire confiance. Donc ça, c'est vrai que c'est essentiel au projet. Hein. Surtout par les temps qui courent. Tout à fait. Hein, et cela vaut aussi pour les investisseurs, hein. Oui. Puisqu'il y a, dans l'évaluation d'un projet, il y a effectivement des caractéristiques mesurables, on va dire, hein, mais il y a aussi de l'intuitif. Et il faut que le courant passe entre vous-même et le banquier que vous allez voir, ou l'investisseur à qui vous allez demander de l'argent, ou le client que vous allez démarcher. Et ça, je dirais, c'est immatériel, c'est pas forcément mesurable, mais c'est ce qui fait aussi la différence. Donc management de qualité, par ses légitimités, la légitimité elle peut reposer aussi beaucoup sur l'expérience, sur la compétence, la qualification, la complémentarité, la qualité des actifs. Alors nous on met technologique parce qu'on accompagne beaucoup ce type de projet. Qu'est-ce qui va faire la différenciation finalement, votre différenciation par rapport à des concurrents qui existent et qui proposent déjà des solutions à des clients que vous ciblez potentiellement. La demande, est-ce qu'elle est viable? Est-ce qu'elle est solvable? On a souvent, nous, des jeunes créateurs d'entreprises qui, dans les premiers rendez-vous qu'ils ont avec des clients, en ressortent très enthousiastes en disant le client a aimé, il était lui-même très emballé par le produit qu'on lui a proposé. Alors, on temporise un petit peu cet enthousiasme parce qu'on leur dit toujours tant que le bon de commande n'est pas signé, je dirais, rien n'est fait. Et il faut quelquefois un certain temps et un certain nombre d'étapes entre le premier rendez-vous et la signature de ce bon de commande, sans compter le paiement, bien sûr, qui va forcément influencer la trésorerie de l'entreprise. Donc un besoin existant du client, plus qu'émergent, des perspectives de croissance également. Et là, vous pouvez vous baser sur des données un petit peu macroéconomiques. Est-ce que vous êtes sur un marché qui a une tendance de développement, plutôt à maturité ou en déclin? Et c'est là où j'en viens aux besoins émergents ou existants, c'est que on a, nous, des projets, pour un certain nombre d'entre eux, qui vont bientôt être sur des marchés en croissance. Mais là où il y a le grand point d'interrogation, c'est quand, en fait. Et puis un modèle de revenu également validé. Alors là, ça reprend un petit peu ce que je disais avant. Un business plan, ce n'est pas une thèse de doctorat de 200-300 pages, ce n'est pas le volume qui fait la valeur. Il faut d'abord qu'il soit lu, ce qui veut dire qu'il faut qu'il soit concis, synthétique, vulgarisé et aussi concret. Il faut mettre en avant ce qui a été réalisé et bien dissocier ce qui a été réalisé de ce que vous prévoyez de faire. Donc il faut être assez transparent par rapport à ça. Éviter les généralités également et mettre en avant ce qui est votre atout au départ. À défaut d'avoir des références commerciales, eh bien, il y a vous, avec vos compétences, votre expérience. Et si on se base là-dessus, justement,
quel est le profil type du créateur? Ça correspond à des données INSEE observées il y a quelques temps, mais les projets qu'on accompagne sont généralement dans ces chiffres-là. En termes d'âge, les porteurs de projets qu'on accompagne habituellement ont déjà une première expérience professionnelle significative. Ça ne veut pas dire que si vous êtes jeune diplômé, vous n'avez aucune chance de créer une entreprise. C'est simplement une statistique. Et je dirais, c'est vraiment un atout quand on se lance dans la création d'entreprise que d'avoir déjà une expérience professionnelle à plusieurs titres. D'abord parce qu'on a une expérience du management, du travail en équipe, de l'opérationnel également. Deuxièmement, on a aussi un carnet d'adresses que l'on s'est fait au fil de son expérience et qui peut aider. Et troisièmement, on a potentiellement plus de revenus personnels à injecter dans l'entreprise que quand on démarre dans la vie professionnelle. Voilà. Donc c'est une tendance, c'est pas forcément une règle, mais c'est quand même une tendance que l'on constate. Profil professionnel, on accompagne nous-mêmes plutôt des profils agents de maîtrise, cadres, techniciens, ingénieurs, docteurs dans la création d'entreprise. Et autre élément qui est important et qui contribue beaucoup à la légitimité et à l'image de légitimité que vous pourrez donner par rapport à votre projet, c'est l'expérience professionnelle. Et vous constatez ici que quasiment la moitié des entreprises qui sont créées le sont par des personnes qui ont déjà une expérience dans le domaine sur lequel l'entreprise va avoir une activité. Ce qui était moins le cas il y a quelques années. C'est vrai qu'à l'époque, les banquiers ou les financiers pouvaient faire confiance aussi à quelqu'un sans expérience ou sans trop d'expérience. Aujourd'hui, maintenant, je pense que c'est presque rédhibitoire. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans l'activité dans laquelle il veut se lancer, ça va être très difficile pour lui de trouver un partenaire. Tout à fait. Alors, on le voyait, il faut effectivement, à un moment donné, et le plus tôt possible, analyser le marché. Alors, il y a des termes qui paraissent très pompeux, qui sont anglo-saxons, marketing mix, mais je dirais les bases et les principes sont très simples en fait. Dans le marketing, on va étudier et construire d'abord le produit que l'on va proposer. J'y reviendrai par la suite plus en détail. À quel prix faut-il proposer cela? À quel prix, mais aussi sous quelle forme? Est-ce qu'on vend le produit ou est-ce qu'on le loue, par exemple, aux clients? La partie distribution est extrêmement importante également. Faut-il le vendre par ses propres moyens en direct ou passer par un réseau de distributeurs et de partenaires? Et puis la partie promotion au sens communication. Que vous ayez le meilleur produit au monde, c'est une chose. Encore faut-il que ça se sache. Hein. Et là-dessus, il y a un certain nombre de techniques et aussi de moyens qu'il va falloir prévoir, anticiper, et des moyens à investir justement dès le démarrage de l'entreprise. Il ne faut pas sous-estimer ces moyens parce qu'on voit trop souvent des jeunes entreprises, surtout technologiques, mettre beaucoup de moyens dans la recherche et développement et trop peu dans le marketing et la communication. Et ça, je dirais, c'est un travers français que les Américains n'ont pas, ou en tout cas beaucoup moins. C'est vrai que c'est important la communication. Même le budget que vous allez allouer à la publicité, à la communication est important. Même pour le banquier, il acceptera de financer la publicité de départ. C'est vrai, on le fait, nous, on le rentre carrément dans le plan de financement initial. On fait financer ça par le banquier. Hein, donc ça, ils savent très bien aussi que la publicité, la communication est un élément important pour aussi que l'entreprise puisse se développer. Hein. Alors, dans le marketing mix, on parlait du produit. Bah là, d'abord, il faut définir ce qu'on va vendre. Alors, dans un certain nombre de projets de création, je dirais, à partir du moment où il y a déjà un référentiel, il y a déjà des activités de ce type qui existent, là, on peut définir ça assez facilement, assez rapidement. Cela dit, on voit que les choses changent avec le temps. Je prends l'exemple de l'automobile, par exemple. Jusqu'à présent, on était plus habitué à acheter sa voiture qu'à la louer. Or, on voit aujourd'hui que les modèles de revenus vont de plus en plus vers de la location longue durée, par exemple.
Donc les modèles évoluent aussi avec le temps. Et il faut voir si finalement, je donne un exemple de l'édition d'un logiciel, par exemple. On va concevoir un logiciel qui va répondre à des usages, à des besoins. Typiquement, est-ce qu'il vaut mieux vendre le logiciel sur un mode licence traditionnel, tout comme vous achetez vos logiciels à la FNAC, par exemple, ou alors vendre plutôt du service de type cloud, le terme très à la mode, qu'on appelle aussi SaaS ou ASP, et donc plutôt vendre l'utilisation de ce logiciel plus que le logiciel lui-même, et plutôt sous la forme d'un abonnement que d'une vente sèche de licence. Donc définissons déjà ce que l'on vend. Alors à qui on s'adresse? Et ça va intervenir aussi dans ce qu'on appelle la segmentation. Est-ce qu'on s'adresse au grand public ou au milieu du professionnel, donc du B2C ou B2B. Et là, toute la stratégie, je dirais, va être différente selon qu'on s'adresse à un marché ou à un autre. Et puis, définir les besoins auxquels on répond. Assez souvent, on dit, les porteurs de projets me disent, j'ai une techno superbe qui est plus performante en vitesse d'exécution d'un facteur 2 par rapport à ce qui existe sur le marché. Je dis, super, je suis impressionné, mais est-ce que ça répond à un besoin du client, à une attente du client? Si le gain se traduit en quelques millisecondes à l'exécution du logiciel, ça n'a aucun intérêt. Ça l'a peut-être sur le plan technique, mais pour le client, ça n'en a absolument aucun. Donc les caractéristiques et les fonctionnalités qui répondent à des besoins, si possible existants et non pas latents. Pourquoi? Parce que si on répond à des besoins latents, ça veut dire potentiellement que le client, s'il fait appel à votre solution, eh bien, prendra plus de temps à se décider, bousculera potentiellement aussi l'organisation en interne parce que ça bouscule les habitudes et les gens ont horreur du changement. Ça, c'est une constante que l'on observe généralement. Et aussi étudier l'offre existante, concurrents directs et indirects. Alors, je ne vais pas aller dans le détail là-dessus, simplement une observation. Quelquefois, les porteurs de projets nous disent « Ah, mais moi, sur ce que je vais proposer, je n'ai aucun concurrent », pensant que c'est plutôt un atout, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et nous, on n'est pas rassurés quand on entend ça. Alors la plupart du temps, en fait, il y a vraiment des concurrents. Ils n'ont pas assez étudié le marché, l'état du marché. Et au bout du compte, il y en a réellement. Mais c'est une mauvaise nouvelle de ne pas en avoir parce que s'il y en a, ça veut dire qu'il y a un marché en face et qu'il y a des gens qui proposent les mêmes choses que vous, qui gagnent déjà de l'argent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors j'abordais la segmentation sur la partie est-ce que je vends au grand public ou au monde plutôt professionnel, B2B, B2C. Vous avez un marché global et puis ensuite vous allez découper ce marché pour arriver à un marché cible. Donc votre objectif, ça va être d'évaluer si ce marché cible, donc celui à qui vous allez vendre directement, sera suffisamment important pour vous permettre d'être rentable. Donc ça, c'est la démarche qu'on fait à la création. Et ensuite, on a la démarche un peu inverse, dans plutôt la phase de développement, c'est de se dire comment je vais pouvoir développer l'entreprise, développer le chiffre d'affaires. Et là, on peut envisager de diversifier son marché, d'aller à l'international, bref, de trouver des voies de développement possibles qui n'étaient pas forcément envisageables dès le départ. Et éviter aussi d'être monoproduit. C'est vrai que de ne proposer qu'un seul produit ou qu'un seul service. Alors après, tout dépend de l'activité que vous voulez toucher. Mais c'est vrai qu'on voit, par les temps qui courent, c'est vrai que si on reste sur un seul secteur d'activité, on peut vite arriver justement à ses limites. Et si le secteur s'effondre, eh bien, quelles sont nos ressources, nous, après, derrière, pour rebondir, quoi. Donc, tandis que si on vise un public plus large et un marché plus important, ce sera plus facile de réagir et aussi plus rapidement. Donc ça, c'est important parce qu'on voit des fois des créations qui sont faites sur un seul public, un seul marché.
et qui s'effondre très rapidement, si le marché s'effondre aussi. Tout à fait. Donc, le marché et la concurrence en chiffres. Alors, pour cela, d'abord, vous pouvez chercher des données qui existent. Certaines sont accessibles gratuitement. D'autres sont payantes, puisqu'il y a des gens dont c'est le métier que de faire des études de marché, justement. Donc, je vous ai mis un certain nombre d'éléments sur cette diapo. Alors, au-delà de la présence, je dirais, de concurrents, c'est aussi est-ce qu'ils gagnent de l'argent ou pas, quelle est leur taille également, est-ce que c'est plutôt des grands groupes, plutôt des PME ou des TPE, comme vous au démarrage. Comment est organisé ce marché? Ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur, en fait. Et où est-ce que vous allez vous positionner par rapport à cette chaîne de valeur? Voilà. Et au bout du compte, après cette analyse, eh bien, vous allez définir le positionnement de votre entreprise. Alors, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que quand vous vous lancez, vous n'êtes pas seul, dans tous les sens du terme. Il y a bien sûr des clients qui sont potentiels au départ. Il y a également des concurrents qui peuvent être en place, des fournisseurs qui peuvent exister et qui peuvent être pour vous des atouts par rapport à ce que vous souhaitez développer. Un certain nombre de fournisseurs pourront peut-être vous proposer des moyens pour vous soutenir dans la création de votre entreprise. Et puis, il y a un environnement juridique et de réglementation, une réglementation qui peut être soit génératrice de risques supplémentaires, soit au contraire, peut ouvrir un certain nombre d'opportunités. On le voit dans le domaine de l'environnement, par exemple, les réglementations au niveau européen et français ont tendance à encourager justement la création d'activités dans le domaine du développement durable. Ou dans le bâtiment avec les nouvelles normes aussi. Voilà. On en voit de plus en plus. Alors, il faut essayer d'être clair aussi sur ce qu'on appelle le modèle économique, le business model en anglais. Globalement, comment vous allez gagner de l'argent? Alors, pour certaines activités, ça paraît évident. C'est ce que je disais tout à l'heure, la vente, la location, la licence d'utilisation, l'abonnement. Comment je vends? Est-ce que c'est un canal direct, indirect, ou les deux? Vous avez le choix de choisir, par exemple, un canal direct pour vendre en France et indirect pour vendre à l'étranger, par exemple, parce que vous n'aurez pas forcément les moyens de développer un canal direct de vente partout dans le monde au départ. La chaîne de décision aussi, qui convaincre, utilisateur, payeur, prescripteur. Je prends souvent l'exemple des grands groupes, par exemple. On a l'impression qu'en ciblant directement l'utilisateur, on va tout de suite le convaincre et il va passer le bon de commande. L'utilisateur, ça peut être, quand on a un équipement de test, le centre R&D, par exemple, chez le client. Donc on va cibler plutôt un public de techniciens. Et puis une fois qu'on les a convaincus, on se dit, c'est bon, l'affaire est faite, on va vendre. Et on s'aperçoit que ça ne se passe pas forcément comme ça, parce qu'il y a réellement une chaîne de décision derrière. Les responsables R&D doivent en référer aux responsables qu'il y a au-dessus d'eux. Le client peut avoir aussi un service achat qui a son mot à dire. Il faut entrer peut-être dans un référentiel, donc être référencé par ce service achat du grand groupe avant d'espérer lui vendre quoi que ce soit, etc. etc. Donc c'est des choses également qu'il faut analyser. Et puis la récurrence du revenu. Une chose est de vendre une première fois à un client, l'autre chose c'est de voir de quelle façon on peut assurer un revenu qui soit régulier de la part de ce client. Et c'est la raison pour laquelle les forfaits, par exemple, de maintenance, c'est notamment pour cette raison que ce type de forfaits se sont beaucoup développés ces dernières années. Alors, je vous ai mis là quelques stratégies d'accès au marché que je ne vais pas détailler puisque l'horloge tourne. Donc, simplement, tout ce que je vous ai indiqué là, il y a une articulation, il y a une logique. Au final, dans cette réflexion sur les objectifs, sur les ressources que vous allez mettre en œuvre, il faut que tout ça se traduise en plan d'action opérationnel avec une partie marketing, une partie commerciale, plan d'action commercial, la partie logistique, production, ressources humaines également, parce que
On a besoin d'hommes et de femmes pour tout simplement réaliser ce qu'on veut faire. On ne fait pas ça tout seul. Et puis la partie finance, puisque l'argent est le nerf de la guerre, il faut de l'argent pour se lancer, et il faut de l'argent pour se développer. Et ceux qui vont vous fournir l'argent veulent eux-mêmes en gagner. Voilà. Donc Élise va nous expliquer ça plus en détail. Il faut effectivement traduire toute cette stratégie, tout ce marché en chiffres. Donc les chiffres, après, c'est un peu plus effectivement ma partie, forcément. Mais vous voyez que n'empêche que le prévisionnel, dans le business plan, ça n'arrive qu'à la fin, finalement. L'important, encore une fois, c'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez vendre et à qui vous voulez vendre. Après, effectivement, on traduit ça en chiffres et on regarde effectivement si c'est déjà faisable. Donc, le prévisionnel, donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est vrai que les partenaires vont vouloir quand même que ça soit validé par un expert comptable. Parce que c'est vrai que c'est bien d'arriver avec ces chiffres, mais bon, après, il y a manière de présenter aussi. Et puis, bon, vous verrez, lorsque vous allez voir votre expert comptable pour parler avec lui de votre prévisionnel, il va certainement vous faire penser à des choses et à d'autres. Et il va vous aider aussi à bâtir ce prévisionnel-là financier. Alors l'importance effectivement du prévisionnel, c'est aussi pour vous, pour voir si c'est rentable. Est-ce que votre projet là va vous permettre de vivre tout simplement et de payer, de vous rémunérer, donc de payer vos frais personnels. Et c'est comme on disait tout à l'heure, il faut que ça vous serve aussi ce prévisionnel, parce qu'il ne faut pas que vous le voyez que pour les autres. Il faut aussi que vous l'utilisiez vous, notamment la première année, comme je disais tout à l'heure, comme feuille de route et comme outil de planification. Voilà. Après, on va fixer ensemble des objectifs. Voilà, le seuil de rentabilité, on verra ça tout à l'heure. Et il faudra que vous ayez ça en tête pour les premiers mois qui vont arriver, et les 6 mois et la première année. Et après, c'est vrai que les années suivantes, ça sera plus facile pour vous, puisque vous aurez déjà le recul de cette première année. Tandis que la première année, ça sera vraiment votre business plan avec votre prévisionnel financier qui vous servira en fait de feuille de route. Bon, alors, on va détailler un peu ce qui est nécessaire en fait pour le plan de financement et l'étude prévisionnelle. Alors, en gros, il y a 3 parties fondamentales. Il y a tout ce qui est rentabilité. Est-ce que mon projet est rentable ? En gros, est-ce que ça dégage du résultat ? Mon chiffre d'affaires moins toutes mes charges, est-ce qu'à la fin, j'arrive à dégager du résultat ? Alors, comme le disait Rachid, effectivement, pas forcément la première année. Les partenaires ne vont pas forcément vous demander d'être rentable la première année, mais il faut au moins que la 2e ou 3e année, ça le devienne. C'est quand même le but d'une entreprise. Alors donc là, il y aura un compte de résultat prévisionnel. Donc ça, c'est ça qui va nous donner le résultat. Alors présenté sous forme de SIG. Qu'est-ce que c'est le SIG ? C'est le solde intermédiaire de gestion. C'est juste une façon différente de présenter nos chiffres d'affaires, nos charges et nos produits, quoi. La deuxième chose importante, c'est le tableau de financement. On va voir en détail après ce que l'on met dans ces différents tableaux. Donc ça, c'est plus au niveau besoins et ressources. De quoi j'ai besoin et quelles sont mes ressources pour y pallier. Et puis, le nerf de la guerre, la trésorerie. Donc un plan de trésorerie, ça, les banquiers vont vraiment attacher de l'importance à ça. Quel va être le plan de trésorerie prévisionnel pour au moins la première année et voire les deux ou 3 premières années. Alors, c'est d'autant plus important que, et Élise me le confirmera certainement, que vous pouvez avoir un carnet de commandes plein, mais malgré tout être obligé de mettre la clé sous la porte, faute de trésorerie tout simplement. Autrement dit, d'argent en caisse pour faire face aux charges auxquelles vous devez faire face là tout de suite, maintenant. Effectivement, on peut avoir une excellente rentabilité, et on le voit malheureusement assez souvent, une excellente rentabilité, mais cette rentabilité finalement n'est pas suffisante pour faire face aux besoins de trésorerie, au remboursement d'emprunts. Des fois, c'est vrai que dans certaines activités, on a des emprunts très importants, parce que l'achat du fonds de commerce, par exemple, coûte cher, tout simplement.
Et bien voilà, il faut emprunter à un minimum parce qu'on n'a pas toujours les ressources pour financer ça. Et du coup, on peut très bien avoir une rentabilité importante et pas la trésorerie qui va en face. Et ça, c'est vrai qu'on le voit malheureusement de plus en plus souvent. Notamment dans les premières années, on vous parlera certainement des 3 premières années qui sont un peu... c'est des années clés pour vous, parce que c'est vrai que la première année, on est un petit peu tranquille en termes de trésorerie, puisqu'on a souvent on a l'ACRE, on a droit à l'exonération charges sociales pendant 12 mois, donc c'est vrai qu'en termes de trésorerie, on est assez tranquille. On n'a pas les premiers racomptes d'impôts sur les sociétés, enfin il y a plein de charges qu'on n'a pas, qui arrivent en fin de première année ou au pire en deuxième ou troisième année. Donc on se dit, chouette, tiens, j'ai de la trésorerie, on a tendance peut-être à du coup dépenser un peu plus et on s'aperçoit qu'en fin de deuxième année, oula, ça coince, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. D'où l'intérêt d'avoir aussi ce prévisionnel, parce qu'avec ce prévisionnel, vous voyez aussi, vous anticipez les charges futures. Alors le premier tableau important, donc, c'est ce qu'on disait, le compte de résultat prévisionnel ou le SIG, solde intermédiaire de gestion, c'est la même chose. Donc le chiffre d'affaires, oui, c'est la première donnée effectivement à indiquer. Alors comment déterminer le chiffre d'affaires? Ça, vous êtes beaucoup à venir me voir et me dire mais comment je fais pour effectivement calculer mon chiffre d'affaires prévisionnel? Alors là, il n'y a pas de clé forcément. Ça dépend vraiment de votre activité en fait. Alors ça peut se calculer, il faut raisonner simplement en fait, tout simplement. Si vous êtes plutôt dans le commerce, il faudra raisonner sur un panier moyen. Voilà, quel est le panier moyen en fonction de la clientèle que je vise et le marché? Quel est le panier moyen et combien combien de clients je pense vendre? Donc, tout simplement, après c'est une multiplication, un nombre de clients par mois que je compte atteindre, multiplié par le panier moyen, ça me donne déjà une idée du chiffre d'affaires. Dans le bâtiment, par exemple, ça peut être le taux horaire, en fonction du taux horaire. Voilà, combien d'heures facturables je peux réaliser sur un mois ou par semaine, par le taux horaire que je compte avoir. Voilà ce que ça me donne en chiffre d'affaires. C'est déjà un début, effectivement, de commencer à réfléchir à ça. Taux horaire, panier moyen, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Après, tout dépend de votre activité, mais c'est vraiment nombre de maisons vendues, ou vous voyez, des ratios comme ça assez simples, mais c'est ça qui permet déjà de déterminer une base de chiffre d'affaires. Après, nous aussi, on est là pour vous aider à voir si votre objectif est réalisable ou pas. Et s'il est pessimiste, optimiste, souvent en général, vous êtes souvent optimiste. Donc on est là, on vous dit attention, la première année, vous ne réaliserez peut-être pas le chiffre d'affaires escompté. Donc on est plutôt là pour un peu essayer de ramener vos objectifs plutôt à la baisse. Après, nous aussi, on se sert de notre expérience parce que si vous vous lancez dans le bâtiment, on a, en tant que maçon, on a 10 clients maçons qui font la même chose que vous. Donc effectivement, ça nous permet aussi de voir le chiffre d'affaires par personne, par exemple. Dans le commerce, c'est la même chose. Sur le van, tel chiffre d'affaires, voilà ce qu'on peut réaliser. On se sert bien sûr de l'expérience, mais aussi on a des indicateurs que nous sortent les centres de gestion et les banques se réfèrent beaucoup à ça. On a en fait des statistiques tout simplement de chiffre d'affaires par personne, de taux de marge. On en parlera aussi. La marge, c'est important à déterminer. Donc voilà, on se sert de tout ça pour essayer de déterminer au mieux votre chiffre d'affaires. C'est bon là-dessus? C'est vrai que c'est vraiment une question générale que vous avez tous au démarrage, mais ce n'est pas toujours facile, j'en conviens. Ensuite, ce qui est important aussi de calculer, c'est votre marge. Alors pour ça, par exemple, quand vous êtes dans le commerce, n'hésitez pas à demander aux fournisseurs déjà les prix que vous aurez. Parce que ça, c'est important, et le prix de vente que vous voulez avoir. Si vous comme Rachid le disait, est-ce que vous voulez plutôt avoir un prix bas pour concurrencer les concurrents, faire face à la concurrence, pardon, ou alors au contraire se positionner sur un autre marché plutôt haut de gamme avec des prix plus importants. Donc ça, c'est à vous aussi de nous le dire. C'est en fonction de votre choix de marché qu'on déterminera la marge ensemble. Et ça, c'est important aussi, la marge, parce que c'est vrai que vous avez un peu de mal. Vous savez ce que c'est la marge? C'est vrai qu'en fait, c'est ce qui vous reste. Après, on va prendre le cas tout simplement d'un achat-revente. Vous achetez une marchandise 10, vous allez la revendre 100. Donc vous aurez une marge de 90, la différence. Donc c'est ça la marge
qu'il faut arriver à déterminer. Alors après, souvent, on parle aussi en coefficient. Donc ça, après, c'est à vous de nous dire comment vous raisonnez. Parce qu'après, le coefficient, il y a l'histoire de la TVA aussi, on raisonne hors taxe TTC, le prix que vous vendez au client. Donc là, il faut qu'on se mette sur la même longueur d'onde pour déterminer avec vous justement le bon coefficient ou la bonne marge. Après, ce sera à vous aussi de voir un petit peu les différentes charges que vous pourrez avoir. Donc les charges extérieures, comme on appelle, nous, donc c'est tout ce qui est les charges fixes. La location, par exemple, est-ce que vous aurez besoin d'un local? Donc quel va être le coût du loyer? Est-ce que vous aurez besoin d'une assurance décennale? Donc voilà, renseignez-vous auprès d'un assureur avant de venir nous voir et pour déjà avoir une idée de devis. Ça peut être, si vous prenez une machine en crédit bail, le montant du crédit bail. Ça peut être le petit équipement. C'est vrai que dans le bâtiment, par exemple, vous aurez besoin, je ne connais pas grand-chose, mais enfin de marteaux, de petits équipements comme ça de main auxquels on ne pense pas toujours. Donc ça, pensez justement à bien lister tout ça. C'est important parce que souvent, on s'aperçoit que ça monte de manière importante, surtout la première année. Et ensuite, les charges de personnel, bien sûr. Donc, est-ce que vous travaillerez seul ? Ou est-ce que vous aurez des salariés? Donc si oui, combien de salariés vous aurez? Temps complet, temps plein? Sur quelle base vous pensez le rémunérer? Alors là aussi, on a bien sûr les conventions collectives qui peuvent nous aider à déterminer le taux horaire de vos salariés. Et puis après, il y a le marché aussi qui nous permet de voir combien vous pouvez rémunérer éventuellement quelqu'un. Et puis la chose importante, c'est votre rémunération aussi, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez avoir comme rémunération? Parce que c'est important de prévoir ça. Le banquier va regarder ça parce que votre projet, il n'est rentable que s'il vous permet de vivre. Et souvent, c'est vrai que on s'aperçoit que le chef d'entreprise se prive un peu sur sa rémunération. Il préfère mettre une rémunération très minime pour que, entre guillemets, le projet passe. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Il faut aussi raisonner à l'envers. Combien moi j'ai besoin d'argent par mois pour faire vivre ma famille, pour payer mes charges, mon emprunt personnel que j'ai sur ma maison, mon crédit sur ma voiture, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Parce que sinon, un projet, de toute façon, ça, c'est quelque chose que le banquier analysera. Sinon, le projet n'est pas viable. Donc le banquier analyse ce qu'on appelle un reste à vivre. Donc il fera le calcul, la rémunération prévue, moins vos charges, charges d'emprunt, loyer, éventuellement si vous avez un loyer. Et voilà, qu'est-ce qui reste à la fin pour vivre? Et en gros, il estime qu'il faut qu'il reste 400 € par personne à charge. Donc si vous êtes un couple, il faudra qu'il reste minimum 800 € en tenant compte bien sûr des revenus de votre conjoint. Donc, vous voyez, c'est des calculs quand même simples, mais qui sont importants pour lui parce que ça, le projet, il ne peut pas être réalisable si vous ne pouvez pas payer vos charges derrière. Alors, le choix des hypothèses. Comme le disait effectivement Rachid tout à l'heure, il faut faire plusieurs hypothèses. Une hypothèse haute, une hypothèse basse, et surtout connaître le seuil de rentabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le seuil de rentabilité? Alors, il y a plusieurs définitions. C'est vrai qu'on a un seuil de rentabilité économique. En gros, c'est le résultat, le chiffre d'affaires qu'il faut faire pour qu'on ait un résultat à zéro. Et pour moi, ce seuil de rentabilité-là, il ne veut rien dire. Parce qu'avoir un résultat à zéro, ok, on a payé nos charges, mais on n'a pas payé l'emprunt avec ça. Donc c'est pour ça que je calcule, moi, toujours un seuil de rentabilité, ce que j'appelle financier, qui intègre justement les remboursements d'emprunt. Donc c'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut faire pour tout simplement payer toutes ses charges, se payer soi, et puis aussi payer le banquier. Le banquier ou les partenaires. C'est vrai que je résume, moi, les partenaires rapidement sous le nom banquier, mais c'est aussi important. Donc là, c'est important pour vous de bien déterminer ça. Et c'est vrai que tout de suite, ça vous parlera. Donc c'est vrai que quand on fait le prévisionnel, souvent, les clients arrivent avec plein de données. Notre travail un peu, c'est effectivement de regrouper tout ça et de vous délivrer ça avec des indicateurs clés. Et justement, le seuil de rentabilité en fait partie. Voilà le chiffre d'affaires qu'il faudra que vous fassiez par mois ou par semaine ou éventuellement par jour pour que ça marche, votre entreprise marche et soit rentable. La trésorerie, ça on va en parler un petit peu plus tard. Et l'examen sur 3 exercices, on en a parlé, parce que c'est vrai que la première année, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas vraiment très fiable parce qu'on a les exonérations.
On peut avoir des charges exceptionnelles, donc on peut effectivement être en déficit la première année, c'est pas très grave. Le principal, c'est de voir au moins l'année 2. Souvent les banquiers, ce qu'ils regardent, c'est effectivement la première année, quand même, le chiffre d'affaires qu'il faut atteindre la première année pour arriver à s'en sortir, parce que c'est quand même pour eux un bon indicateur. Et puis la deuxième année pour voir si effectivement, une fois lancée, l'activité est viable. Donc application du principe de prudence, et voilà, il faut toujours effectivement être le plus pessimiste possible. Hein, alors ça aussi c'est notre rôle, hein, de vous dire bon, attention, là moi je pense que vous êtes un peu trop optimiste, réduisons la toile de 15 à 20%. Hein, donc ça c'est aussi ça fait partie de notre métier, de notre devoir de conseil, de vous aiguiller là-dessus. Vous n'êtes pas seul pour établir ce document prévisionnel. Hein. Donc effectivement, en cas d'une prévision, il faut toujours surévaluer les charges et sous-estimer le chiffre d'affaires. Ça, vous l'aurez bien compris. Donc ça, c'est tout ce qui est partie, ce qu'on vient de voir, c'est la partie rentabilité. Deuxième partie très importante, c'est justement la partie tableau de financement. Il faut absolument arriver chez le banquier avec un tableau de financement initial. Au point de départ, voilà quels sont mes besoins. Donc les besoins, ça va être effectivement, en gros, les investissements. J'ai besoin d'un camion, j'ai besoin pour 15 000 € de matériel, j'ai besoin d'une machine qui vaut 2 000 €, j'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin d'un site internet. Encore une fois, la communication peut être intégrée au niveau des emplois de départ. Le besoin en fonds de roulement, c'est très important aussi, hein, parce qu'en plus des investissements, surtout à ne pas négliger le besoin en fonds de roulement, parce que vous allez avoir à payer vos fournisseurs peut-être bien la première année limite comptant, comme on dit au cul du camion. Par contre, vos clients, eux, ils vont vous faire traîner. Alors, ça dépend avec qui vous allez travailler. Si c'est avec des particuliers, ça peut être un peu plus rapide. Mais si vous travaillez avec des entreprises, on peut avoir des délais de règlement dès la première année à 45 jours. Donc comment vous allez faire pour vivre alors que vous allez devoir payer vos charges dès le démarrage et vous n'allez encaisser que 45 jours après. Donc c'est ça qu'on appelle effectivement le besoin de fonds de roulement. Hein, c'est tous les délais, règlements, clients et fournisseurs. Bon, ça c'est plutôt à votre avantage. Pardon. Et puis le stock, bien sûr, le stock initial à intégrer dans le plan de financement de départ. Dépêcher, ouais. Ensuite, donc, pour faire face à ces besoins, quelles sont les ressources? Alors les ressources, ce sont vos apports. Voilà. Combien, moi, je peux mettre sur la table? J'ai 10 000 €, 15 000 €, 20 000 €. Bon, ok, donc on fait le point. Et puis, ça vous servira dans vos ressources initiales. Il faut un minimum quand même d'apport. Alors ça, c'est vrai que c'est de plus en plus vrai. Il y a quelques années, on arrivait sans apport ou vraiment à avoir avec 1 000 € à créer une entreprise. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Hein. Même si d'ailleurs légalement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, vous avez le statut de société par action simplifiée qui a imposé un capital minimum il y a quelques années de 37 000 €, il me semble. 37 500, je crois. 500, et qui a été, qui a évolué. Et aujourd'hui, vous pouvez créer une SAS, légalement parlant, avec 1 € de capital. 1 €. Mais dans la réalité, avec 1 €, c'est impossible. On ne fait rien. Donc vos apports, et puis voilà, les emprunts, bien sûr. Qu'est-ce que je vais aller demander aux banquiers, aux partenaires, aux business angels, au niveau des subventions? Quels sont mes besoins? Alors attention, c'est ce que je dis tout le temps, ne pas sous-estimer le montant des emprunts. Si vous avez de l'apport et que vous pouvez tout autofinancer, surtout ne le faites pas. Gardez-en de côté pour vous, au cas où, effectivement, il y a un problème la première année ou la deuxième année. L'entreprise n'a pas fait le chiffre d'affaires suffisant, vous avez besoin de remettre au pot. Eh bien, si vous avez mis tout votre investissement de départ dans l'entreprise, vous n'avez pas emprunté, vous n'aurez plus rien pour remettre au bout de 6 mois. Ça, c'est très important. C'est vraiment la règle de base aujourd'hui. Surtout emprunter. Surtout qu'aujourd'hui, les taux sont hyper bas. Hein. Oui. C'est vrai qu'on arrive à avoir des taux à 2,20, 2,50. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver. Et le banquier, il n'y aura aucun souci pour vous faire financer un peu plus. Hein, y compris, c'est vrai que souvent, on dit que le banquier ne finance pas le stock, etc. Ce n'est pas vrai. Il en finance au moins une partie. Par contre, il faut qu'effectivement, vous ayez de l'apport, un minimum quand même. C'est vrai que souvent, on se dit, mais pourquoi aller voir une banque qui va me prêter de l'argent, mais qui va en gagner, entre guillemets, sur mon dos. Et on se dit que ça coûte moins cher d'utiliser l'argent qu'on a soi-même
pour payer de l'équipement de l'entreprise. Mais effectivement, c'est une erreur qu'il faut éviter de commettre. Aussi pour la simple raison qu'on ne prête qu'aux riches. C'est-à-dire tant que vous avez des moyens, vous pouvez en obtenir. Quand vous n'en avez plus, c'est plus difficile. C'est vrai que c'est pas au bout de 6 mois, quand vous aurez effectivement une trésorerie limite, voire déplorable, et que vous serez vraiment dans le besoin, qu'il faudra aller voir le banquier pour lui demander de remettre au pot. Donc autant prévoir un peu plus au départ et voilà, ne pas être obligé de revenir 3 ou 6 mois après. Le tableau de financement prévisionnel, donc ça on en a parlé déjà un petit peu, c'est ce que je vous disais, hein, les résultats peuvent être très bons, mais on peut avoir un déficit de trésorerie tout simplement, hein, pour X ou Y raison, donc ça, faites attention à ça. Bon, on va passer vite fait parce que je crois qu'on a trésorerie, trésorerie, voilà, on en parle là. Donc les recettes, alors, voilà, à partir du chiffre d'affaires et en fonction des encaissements prévus, des délais règlement des clients, on va pouvoir déterminer une trésorerie prévisionnelle. Tenez compte surtout de la saisonnalité. Alors de la saisonnalité liée à l'activité, mais aussi liée au début d'activité. C'est une erreur aussi très importante que de prévoir, par exemple, je prévois un chiffre d'affaires de 120 000 € la première année et de dire qu'on va faire 10 000 € tous les ans. C'est une erreur de débutant, va-t-on dire, et qui peut coûter très cher parce qu'effectivement, vous n'allez pas commencer dès le premier mois à faire 10 000 €. Vous ferez peut-être effectivement plutôt 3 000, 4 000, puis le prochain mois 5 000, 6 000, etc. Vous allez y aller crescendo, hein, ce qui est logique. Et en attendant, forcément, vous allez quand même avoir vos charges à payer, votre loyer, vos salariés. Donc la trésorerie, c'est vrai que elle peut partir très vite en ce début d'activité. Donc prévoyez surtout justement une saisonnalité liée au démarrage d'activité. Parce qu'en termes de trésorerie, l'enjeu est important, hein. Bon voilà, après on va pas effectivement en recette, hein, donc tout est lié, hein, les dépenses forcément en fonction de vos délais règlement de vos fournisseurs, hein, si vous les payez comptant, si vous les payez à 15 jours, 30 jours, 45 jours, eh bien forcément on aura une trésorerie qui va se décaler plus ou moins, hein. Mais c'est vrai que ces délais de règlement, clients et fournisseurs, sont très importants et influent énormément sur le montant de votre trésorerie, hein. Donc à ne pas négliger surtout, hein.